Maintenant c'est cool, maintenant Voilà, c'est un bon là c'est lancement, bon, là ça filme. Ok. Bonjour, bienvenue sur cette interview numéro 3 pour organisoji.com. Je suis chez Antoine BM. Salut Antoine. Salut Julien. Juste avant de laisser Antoine se présenter, je vais rapidement replacer le contexte. Donc l'idée de ces interviews, c'est d'aller chez des gens que je considère comme organisés et passionnés ou passionnés et organisés, afin justement d'étendre ma compréhension de l'organisation. Ouais. Et en fait, il y a un but là derrière, ça va évidemment proposer du contenu auquel j'aurais pas pensé moi, tu vois, parce qu'on a tous des techniques différentes. Mais il y a aussi l'aspect, je suis en train d'écrire un deuxième bouquin, et l'idée c'est aussi de m'inspirer de ces gens pour créer une méthode que je trouve pertinente. Je te laisse te présenter rapidement. Ouais, moi je m'appelle Antoine Blanchemaison, dit Antoine BM sur YouTube. J'ai été étudiant en école de commerce il y a quelques années et j'ai arrêté mes études pour me lancer à plein temps sur YouTube et pour parler de liberté, de voyage et de créer un petit business en ligne. En fait, moi mon objectif c'était vraiment d'être libre, c'était d'avoir un système qui travaille pour moi. Et j'adorais communiquer, partager ça avec les gens. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube pour le partager avec les gens. J'ai commencé à partir à l'autre bout du monde, à faire plusieurs pays, à développer une petite audience. Et en vendant des formations, j'ai commencé à en vivre. Donc aujourd'hui, je vis de ma chaîne YouTube, je vends des formations. Et je parle toujours de liberté et de création de business en ligne. Et ça marche plutôt bien. Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais, ça fait plaisir. Super. Par rapport à ton parcours justement, j'ai vu dans tes podcasts, il y a même le chat qui s'invite sur. Ouais, on a des petits invités surprises, hein, faut pas. Génial. Justement, je sais plus si j'avais lu ça sur ton blog ou sur ton podcast, mais au bout d'un moment, en fait, tu étais étudiant. Ouais. Et donc, t'es passé en mode, ok, je me lance parce que t'as vu une opportunité. Ouais. Et il y a une citation que je trouve très intéressante de Tim Ferriss que tu donnes dans ta dernière conférence, ouais. qui est « Les gens préfèrent le malheur à l'inconnu ». À l'incertitude, à ouais. L'incertitude, voilà, c'est juste, merci. Et toi, qu'est-ce qui t'a justement donné cet impulse de quitter les études en fait? Moi j'étais parti, j'en ai une famille où les études c'est assez important et j'étais parti pour faire le cursus classique, longues études, ensuite essayer de trouver un job dans une société, dans une boîte. Et donc je sentais que j'étais pas vraiment fait pour ça, je sentais que ça me plaisait pas vraiment, puis j'avais pas la capacité de concentration et d'implication pour travailler comme un dingue sans vraiment savoir ce qu'il y avait au bout, tu vois, c'est un truc que je sais pas faire. Et donc je me suis retrouvé en école de commerce parce que je me suis dit finalement une école de commerce ça t'ouvre à beaucoup de choses, donc j'aurais plus de choix. Et finalement je me suis rendu compte que dans cette école de commerce qui était censée être spécialisée dans l'entrepreneuriat, on nous formait surtout à devenir à travailler dans le service marketing de chez Yoplait, tu vois, et moi c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi j'avais vraiment envie de créer mon truc et il se trouve qu'en même temps j'étais inspiré par d'autres gens, tu vois. Si j'avais pas été inspiré, je suis pas un self-made man, tu vois, je suis pas un autodidacte, il y a d'autres gens qui m'ont enseigné leur truc, qui m'ont montré que c'était possible surtout. Et donc en même temps, à ce moment-là où j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire, je découvre des mecs sur à l'époque c'était pas sur YouTube, c'était sur des blogs. Qui vivent de ce qu'ils font, qui partagent leur passion, qui voyagent à travers le monde. Et je me suis dit, c'est juste le meilleur métier du monde, quoi. Pour moi, il n'y avait pas mieux, en fait, comme métier dans le monde. C'est-à-dire, communiquer sur quelque chose qui te passionne, vivre de ça et avoir aucun attachement physique, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, ton business te suit partout. Pour moi, c'était juste extraordinaire. Et à cette époque-là, j'ai lu un autre bouquin aussi qui s'appelait La semaine de 4 heures, qui m'a montré que c'était possible. Et j'ai décidé de me lancer. Donc pendant mes études, pendant mon école de commerce, j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à travailler un peu dessus, j'ai commencé à vendre des formations, j'ai vu que ça pouvait marcher. Et au bout de 3 ans, je me suis dit là c'est le moment, il faut que je tente le truc parce que je vais pas continuer à faire des stages, des trucs qui m'intéressent pas. Et donc j'ai dit à mes parents, voilà, je vais faire une année de césure, donc c'est-à-dire une année de pause. Je vais lancer mon activité à 100%, je vais mettre à 100% dessus. Et il y a 2 possibilités, soit à la fin ça marche, je gagne ma vie avec et donc je serai autonome et je vais continuer à le faire. Soit ça marche pas, c'est un échec et je reviendrai faire mes études. Alors évidemment, moi j'étais très motivé pour que ça marche, tu vois, j'avais pas envie de revenir dans mon école de commerce et j'ai tout fait du coup pour que ça fonctionne. Énorme. Et justement là, durant cette phase de transition où tu avais d'un côté tes examens à réaliser et finalement où tu souhaitais te lancer, comment t'as fait? Parce que tu vois maintenant, entre guillemets, t'es libre d'organiser tes journées comme tu veux. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal de gens en fait qui sont actuellement dans la situation dans laquelle tu étais précédemment, c'est-à-dire ils ont un projet en parallèle d'une activité. Tu vois. Donc toi, ton activité, c'était peut-être les études. Ouais. Comment tu as géré ça, quoi? Comment tu as fait pour t'organiser par rapport à ça?
les astuces? Je sais pas si tu disais tous les matins je bosse sur mon blog ou tous les week-ends. Honnêtement, ça a pas été facile. Moi, quand j'ai découvert ce monde-là et que j'ai vraiment voulu m'y mettre, c'était quelques mois avant mon bac et il y avait la pression. Tout le monde me parlait que du bac, mes potes me parlaient du bac, mes parents me parlaient du bac et moi dans ma tête j'avais business, blog, liberté. Donc rien à voir avec le bac. Et du coup, ça a été un gros stress, tu vois. Donc j'ai beaucoup bossé là-dessus à ce moment-là parce qu'au début tu bosses toujours beaucoup sur un truc qui te tient à cœur. Et du coup, j'ai vraiment flippé de rater mon bac, tu vois. Vraiment, j'ai bossé à fond pendant 1 semaine ou 2 semaines avant le bac et je l'ai eu de justesse, quoi. Et ensuite, je suis allé en école de commerce et l'école de commerce, ça m'a ramolli. C'est-à-dire que je me suis fait de nouveaux potes, ma vie sociale s'est largement améliorée, j'ai commencé à sortir. C'était quand même beaucoup plus cool que le lycée, de manière générale. École de commerce, à moins d'être à HEC ou dans une très bonne école de commerce, c'est plutôt cool au niveau de l'intensité de travail, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment reposé sur mes lauriers et j'ai laissé traîner le truc alors que j'aurais pu continuer à travailler et au bout d'1 an en vivre sans problème, je pense, tu vois. Mais j'ai passé 3 ans à un peu repousser le truc et au bout de 3 ans, c'était des stages en fait qui m'ont vraiment motivé. C'est-à-dire que l'école de commerce c'est tranquille, c'est vraiment confortable en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est pas que c'est agréable, mais c'est confortable. Et donc c'est tellement confortable qu'on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de finalement de se mettre un peu tout le monde à dos, de faire un truc que personne n'a prévu, de sortir de sa zone de confort. Et donc ça l'était pas vraiment. Et en fait, c'est plusieurs stages que j'ai fait, dont un dont je parle souvent, qui c'était chez un vendeur de piscine sur internet, où je me suis retrouvé par téléphone à être au téléphone toute la journée avec des clients mécontents qui me hurlaient dessus, etc. Avec un manager qui nous prenait pour des abrutis, tu vois. Enfin, à faire des tâches qui pouvaient être faites par un script Excel. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de faire ça, quoi. J'ai juste pas envie de faire ça dans ma vie. Et je pense que le désir vraiment naît de la douleur. C'est-à-dire que ça a été tellement douloureux. Alors évidemment, il y a des boulots bien pires sur Terre, hein. Je suis pas en train de dire que je suis un pauvre malheureux. Mais pour moi, qui ai tant besoin de liberté, je me suis tellement senti en prison dans ce stage-là que je me suis dit plus jamais je veux ça dans ma vie. Et je pense que parfois il faut toucher le fond pour pouvoir se remonter, tu vois. Et pour moi, c'était plus beau, quoi. C'est ça, c'était ma façon à moi de toucher le fond. Et donc je me suis propulsé là-dessus pour trouver la motivation, l'énergie nécessaire et la volonté pour sortir de ma zone de confort et faire un truc que j'avais jamais fait avant. Okay. Et donc là, comment je m'organise, c'était ça. C'était ça. J'ai pas du tout répondu. C'est génial. Comment je me suis organisé. Je sais pas si tu te souviens, c'est souvent des trucs qu'on fait intuitivement. Hein. Alors, je pense que il faut se fixer des règles. Pour moi, la liberté, c'est se fixer soi-même ses propres règles. C'est pas passer sa journée à regarder la télé en bouffant des pop-corn, quoi. Ça c'est pas mon idée de la liberté. Et donc, pendant longtemps, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ma journée à bouffer des pop-corn devant la télé quand j'étais en école de commerce. Et à plusieurs moments, je me suis fixé mes règles. Et c'est là que j'ai vraiment été productif, c'est là que j'ai vraiment été efficace. Par exemple, justement, pendant ce fameux stage que j'ai détesté, je me suis dit, ok, si je fais pas un truc qui m'intéresse, je vais tomber en dépression avant la fin des 3 mois. C'était que 3 mois, tu vois, mais ça suffisait pour que je tombe en dépression. C'est le cas pour beaucoup de salariés, en fait. Peut-être, ouais. J'ai pas été salarié assez longtemps, mais ça arrive souvent, ouais. Après, j'ai été travailler en alternance aussi pendant 1 an. En tant que salarié, c'était beaucoup mieux parce que mon patron était super cool, c'est un petit indépendant, je travaillais sur le web. Bon, c'est pas toujours, mais bon, là, ça me plaisait vraiment pas. Et donc, je me suis fixé la règle de me dire, voilà, par exemple, pendant 30 jours, je vais faire un article par jour. Donc à l'époque, c'était un article de blog. Donc tous les jours, ce que je faisais, je crois que c'était le matin, je lisais et je prenais des notes. C'est-à-dire qu'avant de partir, je me levais 1 heure plus tôt, je lisais un petit peu, parce que souvent lire, ça te permet de te donner des idées. Je prenais des notes, je trouvais l'idée du sujet. Et le soir, quand je rentrais chez moi, je crois que c'était pas tout de suite en rentrant chez soi, parce que c'est un peu difficile de bosser dès que tu viens de rentrer après une grosse journée, mais plutôt le soir tard avant de me coucher, je faisais un article et je le programmais pour le lendemain. Et pendant 30 jours, j'ai fait un article par jour pendant 30 jours. Ça a été les meilleurs articles de mon blog et l'audience de mon blog a doublé en 30 jours. C'est énorme. Alors qu'avant, tu vois, ça stagnait à je sais pas combien, puis ça a doublé en 30 jours. Et là, j'ai compris la puissance des habitudes. J'ai compris aussi la puissance du contenu quotidien quand on crée du contenu. Et depuis, ça m'a suivi tout le temps puisque maintenant, je continue. Ça fait plusieurs années que je publie du contenu, pas tous les jours, mais presque. Et je sais que pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment les habitudes. Je pense qu'il y a
Il y a un problème avec la vision du succès, c'est que souvent on voit le succès de loin et on voit quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Ouais. Tu vois, tu regardes, je sais pas, tu dis Elon Musk, il a envoyé un mec enfin pas encore, mais il a envoyé sa voiture, sa Tesla dans l'espace. Wow, c'est le grand spectacle, c'est impressionnant. Tu vois Steve Jobs, l'iPhone, l'iPad, c'est du grand spectacle, c'est impressionnant. Mais en fait, si tu zoomes dans la timeline de la vie de ces gens-là et que tu zoomes et t'arrêtes dans une journée, tu te rends compte qu'en fait dans une journée il y a rien d'exceptionnel souvent. C'est-à-dire que dans une journée, c'est juste une journée très simple, sauf que dans cette journée, on fait des trucs qui sont importants et on les répète tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment la clé. C'est vraiment ça la clé pour réussir ces projets. C'est pas de faire des trucs exceptionnels, c'est de faire des trucs simples, mais qui nous font aller dans la bonne direction et surtout de le répéter tous les jours. Moi, je suis un grand maniaque des habitudes. Pour moi, c'est la clé pour tout réussir. Ok, ouais. Tu mets le doigt. Bon, moi, pareil. J'ai pas mal j'essaye vraiment de structurer mes journées et c'est vrai que moi, je vis en colocation, tu vois. Et les gens, des fois, ils me voient faire mes trucs, me lever super tôt le matin, tout ça. Ils sont, c'est quoi le truc, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'après, quand tu commences à avoir un petit peu des résultats, tu te dis, ah ouais, non, mais je sais pourquoi. Regarde la musculation, par exemple. Une séance de musculation, c'est pas ça qui va te faire avoir des gros muscles. Tu peux faire la pire séance de ta vie, te détruire les muscles. 4 heures de muscu. 4 heures. Le lendemain, t'auras pas plus de muscles que la veille, tu vois. Par contre, si tu fais 1 heure de muscu tranquillou tous les jours pendant 3 ans, au bout de 3 ans, si t'as pas pris des muscles, je sais pas ce que t'as foutu à la salle, mais c'est bizarre. Tu vois, donc c'est pas exceptionnel sur le moment. Ce qui est exceptionnel, c'est la répétition. La régularité. Ok, notez ça. Il y a un point par rapport à j'ai pris que 2-3 notes. Steve Jobs, tu sais. C'est pas un gars, j'ai pas lu sa autobiographie. Il est là, si vous voulez. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on le voit. Ouais, c'est Steve Jobs, il y a longtemps, c'était avec le Macintosh, dans les années 80. C'est une grosse source d'inspiration pour moi, Steve Jobs. Et Steve Jobs, il était aussi réputé, tu vois, pour s'habiller tout le temps de la même manière. Donc il supprimait finalement toutes les décisions à faible valeur ajoutée. Je sais pas si toi t'es aussi comme ça, si tu as déjà fait une fois de manière consciente la réflexion, ok, comment je pourrais réduire toutes les décisions quotidiennes. Ouais, alors moi sur les vêtements, j'ai un peu suivi la voie de Steve Jobs. Steve Jobs n'est pas le seul, hein. Mark Zuckerberg fait ça. Bon, maintenant c'est un peu un truc très connu. Mais c'est pas bête en fait. Moi aussi je fais ça sur les vêtements. C'est-à-dire, je vais avoir 15 t-shirts noirs dans mon armoire et 3 t-shirts blancs pour les jours où il fait beau, tu vois. Donc c'est assez simple parce que c'est un truc qui m'importe pas beaucoup. Je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est être habillé correctement et j'ai pas envie d'avoir à choisir ça tous les jours. Et c'est vrai que, on le sait maintenant, on a une réserve de volonté, d'énergie qui est limitée dans la journée et plus on prend de décisions, plus cette réserve se baisse, plus cette réserve se vide et plus ensuite c'est difficile d'en prendre. Donc sur les fringues aussi, sur les petites choses aussi. Moi, j'aime pas dans mon process, j'aime pas quand il y a plein de petites choses identiques à répéter tous les jours, tu vois. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté à un moment les vidéos et que j'ai fait des podcasts pendant longtemps parce que les podcasts, il suffisait d'enregistrer, je faisais pas de montage, en un clic c'était en ligne, il y avait rien à faire. Moi, je vois beaucoup de créateurs de contenu qui passent des heures et des heures pour faire une vidéo, parfois 3 heures, 4 heures, 10 heures, 15 heures, 30 heures. Et moi je trouve ça dommage en fait parce que pour moi, pas forcément, chacun son audience, chacun sa façon de travailler, mais pour moi l'intérêt d'une vidéo, c'est pas les petites choses. L'intérêt d'une vidéo, c'est mon chat qui se casse la gueule, faut pas. L'intérêt d'une vidéo, c'est ce que la personne dit en fait. Moi vraiment, je m'en fous. Moi, je passe mes journées à regarder des conférences qui sont dégueulasses, tu vois. C'est pris avec un iPhone, tu vois. On entend à peine le mec, c'est moche et tout. Mais le mec est passionnant en fait. C'est ça moi qui m'intéresse. Donc je me dis mes animaux ont une sorte de radar. Quand on est en train de créer du contenu, ils foutent la merde. C'est un truc, c'est magique. Il faut aller écouter ces podcasts. Il y a 2-3 perles là par rapport à ça. Ouais. Et qu'est-ce que je disais du coup ? Tu disais. On peut avoir la forme, elle peut être dégueulasse tant que le fond il est riche, quoi. Pour moi, oui. Après, je sais que ça dépend des gens, mais pour moi, c'est dommage quand on est capable de faire du très très bon contenu en termes d'idées. De passer 90% de son temps à soigner la forme, à faire du montage, à faire de la correction colorimétrique, à changer les couleurs de son site. Ouais, c'est clair. Et moi, au début, c'est ce que je faisais. Quand j'avais un blog, je passais les 3/4 de mon temps, même plus, je passais 80 ou 90% de mon temps, à améliorer les moindres détails du design de mon blog, à faire des trucs à très faible valeur ajoutée, alors qu'il y avait 2 trucs qui sont importants pour un créateur de contenu, c'est 1, se former, 2, créer. C'est tout. Non mais c'est intéressant. Je lis un bouquin justement, je sais pas si tu connais, il s'appelle Finish de John Acuff, je sais pas comment on prononce. Il parle justement du perfectionnisme et puis il dit les hiding places, donc les places cachées ou les nobles causes qui vont en fait te donner ton
Parce qu'en fait, le perfectionniste ne va jamais au bout, ne fait jamais ce qu'il devrait faire, mais trouve toujours des tâches en fait qui vont le divertir et puis qui sont des fois très nobles, tu vois. Oui, c'est sûr. Non, je dois passer du temps avec mes enfants ou je dois machin, mais qui au final t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu, je pense que c'est le contenu, mais toi tu penses. Après, en tant que créateur de contenu, c'est important de faire des trucs qui nous font plaisir aussi, tu vois. Genre passer du temps avec tes enfants, ça te fait plaisir, c'est important pour ton moral. C'est un mélange. C'est vrai que c'est peut-être l'exemple. Mais par contre, passer du temps à faire un truc que tu détestes, genre soigner, faire du montage pendant 5 heures ou faire ta miniature au poil de cul, tu vois, si ça t'emmerde de faire ça, le fais pas. Tu vois. Je trouve que c'est bête, c'est dommage. Yeah. Il y a aussi un problème avec le travail, et moi j'en suis convaincu aussi, c'est que je pense qu'il y a un problème de culpabilité face au manque de travail. Les créateurs de contenu, je pense, n'ont pas besoin de beaucoup travailler, dans le sens où ils n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps devant un ordinateur. Okay. Quand tu es créateur de contenu, tu as besoin d'être inspiré, tu as besoin peut-être de voyager, de voir des gens, de lire des livres, de t'informer, tu vois, et tu as besoin de créer. Créer, c'est très difficile de créer plus de 2 heures par jour en tant que créateur de contenu. Enfin, tu le sais, c'est épuisant. Si tu fais une formation, au bout de 2 heures, t'en peux plus, t'es vidé. Qu'est-ce que le créateur de contenu va passer sa journée sur un ordinateur, tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire? Et moi je le sais parce que moi je suis victime de ça aussi, c'est-à-dire que tu vas sur Twitter, tu réponds aux commentaires, tu fais des petits trucs sympas par-ci par-là, tu regardes tes statistiques pendant 4 heures alors que c'est pas en les regardant que tu vas les faire augmenter, tu vois. Tu regardes ton nombre de ventes et tu dis cool, aujourd'hui j'ai fait une vente de plus. Tout ça sert à rien, tu vois, et ça te donne l'impression à la fin de la journée que tu as travaillé, et c'est ça le piège, c'est qu'à la fin de la journée tu dis fou, j'ai passé la journée sur l'ordinateur, bonne journée de travail, alors que tu n'as rien fait. Alors qu'un gars qui a passé 3 heures dans la journée à travailler, pendant 1 heure il a créé du contenu, pendant 2 heures il a lu un bouquin, il en a fait beaucoup plus que toi. Et c'est un piège, ça, cette culpabilité de ne pas travailler assez. Ou de ne pas être devant ton ordinateur. Mais tu sais, les métriques là, tu sais, les métriques du genre Google Analytics, tous ces trucs qui donnent des stats, mais en fait, les regarder, ça va pas te. C'est un piège ce truc. Comme aussi combien de ventes tu as fait, et puis tout ça, au final, on s'en fout quoi. Qu'est-ce qui va me permettre de faire ces ventes? Qu'est-ce qui va me permettre de bouger les métriques? C'est tout ça quoi. En tout cas, ça vaut pas le coup de passer 3 quarts de sa journée dessus, quoi, ça c'est sûr. Clairement. Tu cites à un moment donné dans un de tes podcasts Scott Adams, qui est un gars que j'apprécie aussi beaucoup, le livre How to. Attends, comment c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Non, ça c'est Mark Manson. Ah oui, Mark Manson. Mais ça, c'est How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Je crois que c'est Scott Adams. Et tu parles. Au bout d'un moment, loser have goals and winner have systems. Ah oui, j'aime bien cette phrase. Et moi, je l'aime bien. Et au bout d'un moment, j'étais là, ok, je vais partir pour le système. Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas possible en fait de faire les deux? Donc, c'est-à-dire d'avoir un système, mais en même temps des objectifs. Ouais, bien sûr. Tu penses que c'est possible? Ouais. Moi, je suis un pro des. Moi, je pense que mon meilleur objectif, c'est de passer une bonne journée, tu vois, et de faire des trucs pendant cette journée. Et cet objectif, si je le répète tous les jours, à la fin, je veux faire des trucs, tu vois. Il y a des trucs qui vont se créer, qui vont se produire. Mais moi, je suis contre l'approche en mode motivationnel des choses. C'est-à-dire en mode, tu vois, gourou américain, tu vois, qui là, allez, on saute sur place. Tu vois, genre les séminaires de développement personnel à l'américaine, tu vois. Alors, les gens, ils sont à fond. Moi, je suis déjà venu dans un truc comme ça. Les gens, ils sont à fond, ils sautent en l'air. Hein. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils rentrent chez eux. Ils sont encore à fond, là, ils secouent leur femme en leur disant c'est génial et tout. Et puis au bout de 3 jours, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi? Parce que la motivation, elle est retombée. Alors que le gars qui est dans son coin, tu vois, qui crée son petit système, qui dit ok, ça c'est difficile, mais je peux y arriver si tous les jours, par exemple, j'ai envie d'apprendre le piano, tous les jours je vais faire un petit cours, tous les jours je vais refaire mes gammes, hop, tac, tac, tac. C'est pas impressionnant, c'est pas motivant, c'est pas en mode gourou américain qui saute sur place et motive tout le monde. Mais n'empêche que lui, il est sûr d'avoir des résultats. C'est obligatoire. S'il le fait tous les jours, il est sûr d'avoir des résultats. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les systèmes et moi je travaille avec des systèmes, que ce soit sur les formations, que ce soit sur les contenus, que ce soit sur la formation personnelle aussi. Je travaille avec des systèmes. Je travaille pas avec la motivation. La motivation c'est un plus, c'est le sucre glace, c'est le sucre glace que tu mets sur le gâteau, tu vois. C'est-à-dire que si ton gâteau dépend du sucre glace pour être bon, c'est que ton gâteau il est foiré. Mais le sucre glace, ça va permettre à ton gâteau d'être meilleur. Bon la motivation c'est si tu fais du contenu tous les jours et que tu as des structures par exemple pour faire ton contenu, le jour où tu es déprimé, pas bon et tout, si tu suis la structure, tu vas quand même faire un truc correct. Et le jour où tu es motivé, tu vas faire un truc excellent, énorme. Alors que si tu comptes que sur la motivation, tu vas faire un contenu toutes les 3 semaines et au bout de 3 mois, tu vas arrêter. Clairement. Je suis d'accord avec toi. Moi, je le dis toujours, la volonté, la motivation, c'est un bonus, tu vois. Et il faut aider soit t'aider dans ton environnement, faire en sorte que ton environnement te rappelle de faire des trucs, éviter de tomber dans les pièges. Je sais pas si tu travailles, mais je pense pas, avec un smartphone à côté de ton ordinateur. J'évite. C'est le genre de truc, moi, typiquement, j'évite parce que je fais pas confiance
à ma propre volonté pour résister à ce genre de truc, tu vois. Pour moi, c'est pas... je peux peut-être tenir un moment, 1 heure, 2 heures, mais au bout d'un moment, même s'il n'y a pas de notification, même s'il n'y a pas de truc, juste parce que c'est super proche, je suis là, et puis je vais quand même aller voir. Tu parles, tu as plusieurs systèmes en ce moment qui sont en place. Est-ce que parle-nous un peu de tes systèmes actuels, donc ceux que tu utilises. Parce que moi ça m'intéresse et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent. Ils sont très simples, hein, on le voit. Enfin, mes systèmes, c'est mes systèmes de création de contenu, c'est-à-dire que j'ai une liste d'idées que je remplis un peu. Le but, c'est chaque jour ajouter plus d'idées que j'en prends. Donc j'ai une liste d'idées virtuelles que j'ai toujours sur moi, tu vois, dans une application de prise de notes. J'ai des structures de contenu, c'est-à-dire j'ai une note qui s'appelle structure de contenu dans laquelle il y a une dizaine de structures différentes de contenu. Ensuite, j'ai aussi monté des trucs que je respecte pas toujours, tu vois, mais qui peuvent m'aider les jours où j'ai pas d'idées. Par exemple, c'est des systèmes de listes. Par exemple, tu as une liste d'idées, une liste de formats, une liste de tons. Donc quel ton? Est-ce que ce sera un ton un peu paternaliste? Est-ce que ce sera un ton un peu énervé? Est-ce qu'un ton motivant? Est-ce qu'un ton... Et j'utilise, alors ça je le fais de temps en temps mais pas toujours, tu vois, j'utilise les nombres aléatoires. Tu vois, tu as une application pour iPhone qui s'appelle Random, tu as un site aussi qui s'appelle random.org qui te permet de tirer des chiffres aléatoires. Et donc par exemple, toutes mes listes sont numérotées, je vais tirer 3 chiffres aléatoires et je vais avoir un sujet, une structure et un ton, un format et un ton. Et ça va me donner un truc auquel peut-être j'aurais jamais pensé avant. Donc ça c'est une structure que j'utilise parfois. Il y a aussi les formations, je sors des formations toutes les 2 semaines, j'essaye vraiment de le respecter. Les semaines où je sors pas de formation, je fais une promo. Je pense que c'est aussi un truc que beaucoup de créateurs de contenu ne prennent pas au sérieux et qui peut tout changer, c'est la fréquence de vente. C'est que beaucoup de créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion, tu vois, qui veulent vendre des produits, se disent je vais lancer 1, 2 ou 3 gros produits et ensuite je vais faire en sorte de faire rentrer de nouvelles personnes dans la machine pour que les gens découvrent mon produit. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de faire ça et ça c'est un peu l'école Jean Rivière, tu vois, c'est Jean Rivière il y a beaucoup de gens qui font ça en ayant écouté Jean Rivière qui est un autre podcasteur, créateur de contenu, voilà, qui a inventé pas mal de petits systèmes aussi. Et moi je suis de cette école-là, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de créer de nouveaux produits et de les vendre à ta base de clients existants que de trouver à chaque fois de nouveaux clients. Et puis de les et en plus c'est gratuit, c'est-à-dire que trouver de nouveaux clients, il faut faire de la pub Facebook, des tas de trucs, tu vois. C'est stressant parce que tu dis si demain j'ai épuisé mon marché, comment je fais? Alors que tu peux créer un truc un peu comme un prof qui donnerait des cours et l'élève revient toutes les 2 semaines pour le cours, tu vois. Donc toutes les 2 semaines, tu proposes un truc différent, tu proposes une nouvelle façon de résoudre tel problème, tu proposes de résoudre un autre problème. En fait, c'est quasiment illimité. On peut penser que très vite on va arriver au bout, mais dans n'importe quelle thématique qui n'est pas une micro niche, c'est illimité parce que il y a un certain nombre de problèmes, il y a un certain nombre de sous-problèmes, il y a de nouveaux problèmes qui arrivent et il y a de nouvelles façons de les résoudre. Il y a différentes façons de les résoudre. Et toi-même, en creusant dans ta thématique, en te formant et en créant du contenu, tu vas découvrir de nouvelles façons de résoudre les problèmes et donc tu vas pouvoir créer de nouvelles formations. Et un autre avantage de créer des formations régulièrement, c'est que ça t'aide à synthétiser tes idées, mais d'une manière très précise. C'est-à-dire que le contenu a déjà cette... tu vois, il y a quelqu'un qui dit, je sais plus, mais c'est très intéressant, qui dit que pour intégrer vraiment une information, il faut avoir un plus, un moins et un égal. C'est-à-dire qu'il faut que... Alors d'abord, cette information vient d'un plus, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui nous... Le plus, le moins, l'égal. C'est-à-dire que cette information nous vient de quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui a quelque chose que nous on sait pas, donc c'est le plus. Ensuite, il y a le égal, c'est-à-dire que tu vas partager cette information avec quelqu'un qui est un de tes pairs, tu vois, qui est un peu comme toi, qui fait un peu le même job, un ami, tu vois. Et ensuite, il y a le moins, c'est-à-dire que tu vas synthétiser cette information, te l'approprier et la partager à une audience ou à des gens qui, eux, ont à apprendre de toi. J'aime beaucoup ce truc et c'est tellement vrai en fait, on s'en rend compte, c'est que quand on apprend des choses, on les retient quand on les explique. On les retient pas quand on les écoute, on les retient quand on les explique. Et le fait de créer du contenu tous les jours, c'est un excellent moyen de retenir ce que tu apprends. Et le fait de faire des formations, c'est un excellent moyen de synthétiser ce que tu apprends. C'est-à-dire que tu as plein tu vois, ton cerveau c'est chaotique, tu as plein d'informations dans tous les sens qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et ce que toi tu vas faire quand tu vas créer une formation, c'est que tu vas dire moi j'ai un objectif, c'est d'atteindre un résultat précis. Et je vais aller piocher dans toutes ces informations à droite à gauche pour créer une structure cohérente pour atteindre ce résultat précis. Et tu as l'impression quand tu fais ça de devenir super intelligent en fait. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est juste que tu as structuré l'information et donc tu as l'impression dans ton cerveau que tout est beaucoup plus clair et d'avoir des solutions pour plein de problèmes juste parce que tu as fait ce travail de créer des formations. Donc c'est une sorte de thérapie pour soi-même en plus d'un moyen de gagner de l'argent, de faire tourner son business
et d'aider les gens, tu vois. Donc pour moi c'est génial, hein, mais je passe mon temps à inventer le truc. Donc j'ai aussi cet aspect, le fait comme je ressens. Alors je fais moins de formation. D'ailleurs ça c'est un truc, justement pour avoir suivi Jean Rivière, c'est vraiment quelque chose. Je suis plus dans la variante. Je fais 2-3 produits et puis après je fais rentrer plus de monde dans la machine. Et ça va peut-être me faire changer sur ma manière de voir le truc, quoi. En tout cas avoir 3 produits phares et puis après derrière plus de petits produits, etc. Ça peut très bien marcher aussi, mais c'est 2 écoles différentes. Ouais. Moi je suis de l'école plein de petits produits. Je vois. Et pareil, si je devais sortir un bouquin par exemple aujourd'hui, ce serait pas une bible, hein, parce que moi je fais une bible, 3 ans plus tard, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, donc il va y avoir un problème. Donc si je sors un bouquin aujourd'hui, ce sera un petit bouquin à la manière de Seth Godin, tu vois, qui parlera d'un sujet en particulier. Ouais. Et puis si je commence à en sortir un, ça veut dire que 4 mois plus tard j'en sors un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, exactement comme je fais avec tous les contenus que je crée, avec une régularité. Pour les personnes qui justement ne sont pas créateurs de contenu, qui nous écoutent, parce que tu vois, il y a des personnes, ils veulent simplement, non, c'est super compliqué pour l'avoir vécu, mais par exemple, faire un examen en cours du soir, donc à côté d'un travail, à côté d'une famille, tu vois, ce genre de truc, ou alors ils veulent se remettre au sport, ils veulent s'organiser pour atteindre un projet en parallèle. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme tips pour qu'ils peuvent, tu vois, typiquement mettre en place une certaine forme de système, ou qu'est-ce que tu leur recommanderais, qu'est-ce qu'ils pourraient automatiser? Dans quel qu'est-ce qui pourrait être plus précis? Par exemple, moi je sais que j'ai automatisé. Qu'est-ce que j'ai automatisé? Typiquement tout ce qui est épargne, j'ai automatisé. Ouais, moi aussi. C'est un truc. Alors j'utilise pas une application. Je sais qu'il y a des applications qui le font, mais c'est un virement permanent tous les mois. Et puis j'ai mis ça en place aussi. Ouais, ça change tout. Voilà. Ouais. Enfin moi, et puis c'est très en amont dans le mois. Et puis comme ça, j'y vois presque rien. Je sais qu'il y a des applications qui, j'ai pas les noms là, mais qui permettent, dans certains pays, si tu lis ton compte, chaque fois que tu fais un achat, tu as un petit montant qui part sur un compte et comme ça passe inaperçu. C'est vrai, ça c'est super. Ça, je pense que c'est aussi pas mal parce que c'est vrai que finalement, quand tu t'épargnes, tu dis ouais, mais c'est pour quand j'aurai 60 ans, 70 ans, et puis nous on vit dans le présent, tu vois, on est là, moi je m'en fous, j'ai envie d'acheter mon snowboard ou mon surf ou j'en sais rien trop quoi. Après, je sais pas, je sais qu'il y a d'autres choses. Ça marche pour tout ce qui est pénible en fait. C'est vrai que l'épargne, c'est un truc difficile, pénible, qui apporte aucun intérêt à court terme. Ouais. C'est le premier truc à automatiser. Moi, j'ai attendu des années avant l'automatiser, j'arrivais pas à mettre de côté. Et hop, pareil, comme toi, virement automatique, tu vois, tous les mois, je le vois même plus. Ouais. Et hop, je reviens au bout de 6 mois, j'ai une bonne épargne, tu vois. Non, c'est clair. C'est un truc qui est tout simple. Ça, c'est un truc tout simple à faire une fois. Et puis après, on est dans les paiements automatiques. Donc évidemment, tout ce qui est facture, tout ça, tu vois, on est tous confrontés à ça. Alors toi, je sais pas si tu avais d'autres astuces de ta vie où tu avais mis en place certaines formes d'automatisme. Là, j'en ai pas comme ça en tête. Je suis pas un maniaque de l'automatisation. Je préfère faire une sorte de tableau où il y a une colonne à droite, une colonne à gauche. La colonne, les trucs que j'ai envie de faire. Ouais. La colonne, les trucs que j'ai pas envie de faire. Et après, il y a une toute petite colonne, des trucs que j'ai pas envie de faire mais que je dois faire quand même. Ouais. Par exemple, les impôts, la compta, etc. Donc quand tu es une boîte, par exemple, tu peux avoir un comptable. Moi, mon comptable, c'est simple, j'envoie tout sur Dropbox et il s's'occupe de tout, tu vois. Mais il faut quand même que je le fasse, il faut quand même que je prenne le temps d'envoyer toutes les factures. Donc je me prends une après-midi ou une soirée tous les mois et je le fais et j'abats du travail que j'ai pas envie de faire. Mais je concentre ce que j'ai pas envie de faire, tu vois. Ensuite, il y a les trucs que j'ai pas envie de faire et que j'ai pas besoin de faire parce que ça prend du temps, ça apporte pas beaucoup de valeur, tu vois. C'est par exemple tout ce qui va être répondre aux mails sur Twitter, faire de la veille, regarder ce que font les autres. C'est-à-dire que c'est pas que les autres c'est pas bien ce qu'ils font, c'est juste que j'ai pas envie d'être trop influencé par ce qu'ils font, surtout les Français et surtout dans mathématiques. Donc je vais essayer de pas passer trop de temps sur ces trucs-là. Et ensuite il y a des choses que je délègue. Par exemple tout ce qui est le support client dans ma boîte, c'est délégué, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi parce que c'est un truc que tu peux pas donner à un robot. Tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Okay. C'est aussi quelque chose que tu peux pas éliminer. Tu as toujours besoin d'un support client dans une entreprise si tu vends des produits. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et que je peux pas me permettre de faire. Après il y a des choses que j'aime bien. Enfin tu vois, des choses sont considérées comme des corvées pour beaucoup de gens que moi j'aime bien faire. Par exemple, faire la cuisine. Par exemple, faire les courses. Par exemple, de temps en temps, faire du rangement, faire du ménage. Je suis pas un partisan de plus rien faire et passer sa journée à se dire à faire des trucs intellectuels, à passer sa journée à lire des bouquins ou regarder des vidéos, à faire des trucs. Je pense qu'on a besoin de bouger un peu, de se balader, de se déplacer et il faut faire attention à la sur-automatisation. Moi, c'est un truc que j'essaie d'éviter aussi. Ouais. Tu parles de courses, mais moi je m'y suis mis justement, je commande tout en ligne maintenant, je me fais livrer et puis j'étais si ma mère savait ça, qu'est-ce qu'elle dirait, tu vois, c'est pas Julien. C'est un truc genre, tu vois, genre toutes ces automatisations, tous ces services qui arrivent à grande échelle, c'est bien, mais d'un côté ça tue
tous les petits commerçants, tout ça, et en même temps c'est très difficile de s'y échapper. Enfin bref, on va peut-être dans un autre sujet. Aussi, on a besoin de faire des trucs, je pense, dans la journée. Le problème, le danger, je pense, c'est quand on se dit c'est pas assez bien pour moi de faire ça, genre moi je suis pas quelqu'un qui fait le ménage, je suis pas quelqu'un, et c'est normal de dire ça. Quand tu crées une boîte et que tu as monté un super système, ça te paraît absurde de continuer à être là en train de récurer le sol de ta cuisine. Alors qu'en fait, si tu changes de mindset vis-à-vis de ça et tu te dis finalement, je peux le faire en prenant du plaisir, tu vois, je m'écoute un bon podcast ou je me mets la musique, je me chauffe un petit peu, je fais une activité manuelle, tu te sens bien. Quand tu as nettoyé tout ton appart, au début t'as pas envie de le faire, mais à la fin tu te sens bien. Et tu te sens mieux que si c'était une femme de ménage qui l'avait fait. Parce qu'en plus, tu as bougé, c'est toi qui... Tu vois, c'est agréable quand même de faire une action pour avoir un résultat, même si cette action n'apporte pas un résultat incroyable, exceptionnel, et même si on pourrait le déléguer. Moi, c'est mon point de vue. Je fais toujours mon ménage. Et j'ai hésité aussi plusieurs fois, mais après je me suis dit non, je vais aussi vis-à-vis mes colocataires et puis tout ça. Et je pense que tu dis en fonction de comment tu le reframes, comment tu cadres, tu le perçois. Tu le perçois, voilà, c'est ça exactement. J'ai pas mal lu tout ce qui est systémique et puis création de la réalité et puis Paul Václavic et tous ces gars. Et en fait, une situation, c'est vraiment comment tu la vois. Cette situation, il y a des gens qui paieraient, peut-être pas qui paieraient, quoique je pense, vu qu'on est 7 milliards et demi d'habitants sur cette planète, je pense qu'il y a des personnes pour un truc que tu n'aimes pas faire, il y a des gens qui paieraient pour le faire, tu vois. Et je pense que c'est vraiment une question de reframer le truc. Moi, pareil, quand je dois faire mon ménage, c'est pas un moment où je suis là, ouais, super cool, je me dis, ouais, mais voilà, c'est un moment où c'est important, il fait bon y vivre, et puis voilà, et puis tu as choisi de le faire, et puis comme tu dis, il faut bouger, quoi. Bon, après, il y a le sport, et puis il y a d'autres trucs pour bouger, quoi. Mais je pense que c'est une question de perception, et ça, je pense que c'est aussi super important. En fait, quand on met en place des habitudes, quand on doit se lever tôt et tout ça, il y a la perception, ok, se lever tôt, mais il y a aussi pour obtenir quoi je me lève tôt. Ouais, bien sûr. Et toujours recadrer ce genre de trucs qui paraissent désagréables sur le court terme pour voir sur le long terme. Mais tu vois, il y a un truc aussi avec l'automatisation qui frôle un peu l'absurdité. C'est, on se dit, voilà, je suis un homme moderne, je vais pas passer du temps à marcher, par exemple, je vais prendre le Uber, la voiture. Et au final, on fait plus rien, on se retrouve à des grosses larves toute la journée devant son ordi. Et après, on va à la salle de sport pour courir sur un tapis roulant. Il y a une forme d'absurdité en fait dans le fait qu'on se trouve trop bien et moderne pour marcher, et à côté, on va à la salle de sport pour courir sur un tapis roulant devant un mur blanc. Donc, je trouve ça important quand même de pas trop aller loin dans l'automatisation et de pas oublier qu'on est des êtres humains, on est fait pour faire des trucs, pas seulement avec notre cerveau, mais aussi avec nos mains. Et il y a un max d'études qui mettent le lien en évidence. Genre, un gars qui fait du sport, il sera plus créatif, il sera moins stressé. Et moi, c'est un truc, j'essaie de faire du sport 4-5 fois ou même des fois 6 fois par semaine. Et je vois quand j'ai pas mon sport 2 jours de suite. Tu te sens mal? Je me sens pas bien, quoi. De là à dire mal pas, mais je me sens un peu difficile à expliquer comme ça, quoi. Je comprends. Dans les trucs absurdes, tu sais, tu disais on marche. Enfin, il y a des gens qui prennent le Uber, puis après ils vont sur un tapis roulant. Dans les trucs absurdes, nous on a, je sais pas si c'est comme ça en France, mais on a certaines entités, certaines entreprises qui, il y a des clients qui veulent continuer de recevoir des factures papier, donc ils font payer ça. Donc les mecs ils payent une fois pour recevoir à la maison des factures papier, et ensuite ils prennent ces factures papier et puis ils les amènent en personne à la poste, tu vois. Et ça aussi je trouve ça méga absurde. Donc c'est les extrêmes. Ok, l'Uber, tout ça, machin. Moi, je suis le premier à marcher. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des choses. On est dans une époque où la technologie facilite quand même pas mal de trucs, quoi. C'est vrai. Cool. Pour les personnes qui ont de la peine à commencer, tu sais, toi, tu aides les gens à se mettre, justement, à passer à l'action, à créer du contenu, à créer un blog, peu importe, que ce soit blog, vidéo, YouTube, tout ça. C'est quoi tes recommandations? Qu'est-ce que tu leur dis? De commencer petit. Donc passer à l'action, voilà. Et de le faire tous les jours, mais surtout de commencer petit en fait, parce que quand on commence un projet, on se visualise le jour où on l'aura réussi. Moi, j'ai commencé à faire du piano il y a quelques semaines, et je me visualisais déjà faire une magnifique symphonie, tu vois, en mode prodige, alors que j'ai jamais fait de piano de ma vie. Ce que je me suis rendu compte très vite, c'est que le piano c'était difficile et que c'était pas demain que j'allais être un prodige. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre des cours, et à côté j'ai cherché des vidéos sur YouTube, et j'ai trouvé un gars qui fait des millions de vues, ça cartonne son truc, qui fait des petites vidéos sur le piano,
je sais plus comment il s'appelle, hein, si tu retrouves, tu pourras mettre le lien, enfin, je t'enverrai le lien, qui parle, donc qui donne des petits conseils pour apprendre à jouer au piano. Et dès le premier cours, tu sais jouer un petit air déjà. C'est-à-dire que dès le premier cours, tu peux jouer quelque chose, c'est très simple. Dès le deuxième cours, il t'apprend un autre air, très simple, assez agréable à jouer, tu vois, c'est sympa. Et tu commences petit, t'es motivé parce que t'as déjà un petit résultat, et tu recommences le lendemain. Et ça, pour moi, c'est la clé. Tous les jours. Ouais, bah faut le faire régulièrement. Moi, j'essaie de le faire presque tous les jours. Mais ouais, l'idée c'est ça en fait, c'est de combiner les habitudes avec la facilité du démarrage. Parce que c'est pareil pour faire des vidéos en fait. C'est-à-dire que la personne fait des vidéos pour la première fois. La première fois, ça va être difficile. Il va falloir tout installer, il va falloir se concentrer, trouver ce qu'elle va dire. Elle va pas être à l'aise devant la caméra, c'est normal. Si tous les jours c'est compliqué, il faut tout installer pendant 4 heures, la personne elle va abandonner très vite. Si tu fais en sorte que faire ta vidéo ce soit aussi simple que tu poses ton smartphone sur un pied, tu te mets de l'autre côté et tu commences à parler sur un sujet où tu as marqué 3 mots sur un bout de papier, c'est un truc que tu peux faire tous les jours. Donc pour moi, ce serait d'abord simplifier le démarrage au maximum pour l'intégrer dans la journée et ensuite essayer de le répéter tous les jours, mais en commençant petit, en n'essayant pas de devenir une star dès le premier jour, ça va être compliqué. Tu dis dans un podcast justement par rapport à commencer petit, mais quand même, dans un podcast, tu dis qu'il faut être exigeant envers soi-même. Donc tu dis commencer petit, mais exigeant dans la régularité. C'est ça, exactement. Ça. Donc, toi tu l'aurais surtout à des. Moi je suis convaincu qu'il vaut mieux une petite action très simple répétée tous les jours qu'une grosse action très difficile faite 3 fois puis abandonnée. Et on parlait du sport. Quelqu'un qui veut se mettre à la muscu qui en a jamais fait, souvent il va être hyper motivé parce qu'il a vu Rocky, tu vois. Il va aller à la salle, il va soulever comme pas possible et tout. Ensuite pendant 3 jours il va être handicapé parce qu'il va avoir des courbatures partout. Et il va jamais y retourner. En tout cas il va attendre le printemps suivant, tu vois. Quelqu'un qui se dit allez je vais mettre au sport mais je veux pas y aller, tu vois, je veux y aller doucement, tranquillement et tout. Il y va une première fois, il fait une petite séance d'une demi-heure et il se trouve un créneau, par exemple tous les matins à la même heure, il va y aller, il reste une demi-heure, ensuite il reste, tu vois, il peut ajouter une minute à chaque fois, un truc tout simple, tu vois. Juste, t'y vas, 30 minutes, le lendemain 31 minutes, le lendemain 32 minutes. Et une fois que tu arrives à 1 heure ou 1 heure et demie, tu t'arrêtes. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et la personne va avoir des résultats qui seront beaucoup plus gros à la fin. Ouais, c'est clair sur la durée. Quoi. C'est marrant, tu sais, l'aspect minute que tu rajoutes. J'ai interviewé aussi un gars qui fait de la méditation depuis le 1er novembre 2016, 1 heure par jour. Ouais. Donc, bon, ce qu'on dit pas, c'est que le gars, il a essayé 10 ans d'arriver à ce résultat. Donc, tu vois, échec, machin, tout ça. Donc, durant 10 ans, il a galéré. Maintenant, il y arrive. Et puis, il a utilisé cette technique. Ouais, c'est intéressant. Il a commencé à 15 minutes, je crois. Et puis, il disait, à la fin de la semaine, quand il se sentait à l'aise pour rajouter 3 minutes, il les rajoutait. Et petit à petit, il arrivait à son heure. Quoi. Je crois que c'est un truc, ça s'appelle le Kaizen. Ça vient d'une philosophie japonaise. Un des conseils de cette philosophie, c'est un truc pour les travailleurs, tu vois, c'est de faire les choses 1 minute. C'est-à-dire que tu vas te mettre dans ton programme, faire ceci pendant 1 minute, même si ça paraît absurde. Par exemple, lire pendant 1 minute, 30 secondes. Et ça, t'as pas d'excuse pour ne pas le faire. Tout le monde peut ouvrir un livre et lire pendant 1 minute. Et en fait, rien que le fait de faire ça, on se rendait compte que la plupart des gens continuaient. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ça fait 1 minute, ils se disent bon bah c'est intéressant, je continue. Ils ont médité pendant 1 minute, les mecs se disent bon allez je continue un petit peu. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace de faire ça parce que le démarrage est facile. Parce qu'on se dit 1 minute, c'est simple, je peux le faire, je commence, et une fois qu'on a commencé, bah on continue. Donc c'est peut-être une technique toute simple, commencer par faire 1 minute de l'action chaque jour, et ensuite bah, peut-être chaque jour rajouter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc. Même si ça paraît absurde de faire de la muscu pendant 1 minute ou de sortir. Voilà, on dit, je vais aller courir tous les jours, qu'est-ce que je fais ? Je mets mes chaussures, je fais le tour du pâté de maison. Je fais 100 mètres, puis je reviens. Le plus difficile quand tu vas courir, c'est pas de faire un pas de plus. Non, quand tu as fait 100 pas, c'est pas de faire 101 pas. Le plus difficile, c'est de mettre tes chaussures, mettre ton pantalon, descendre, dire, allez, faut que j'y aille, quoi. Ouais, et puis une fois que t'es dehors, c'est bon. Exactement. Tu t'imagines au bout de 6 km en disant, oh là, ça va être pénible. Ça va être chaud, et puis, en fait, tu dis, je fais juste le tour du pâté de maison. Et souvent, on peut surprendre en faisant ça. C'est clair. Tu voyages beaucoup. T'es parti 1 année en voyage? Pas tout à fait, mais j'ai beaucoup voyagé pendant 1 an. Et moi, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes avec qui je peux échanger. J'ai la chance d'échanger. Alors, c'est pas tous, ils ont peut-être pas tous voyagé autant que toi, mais il y a une métaphore que j'aime bien, c'est tu sais quand tu dois faire ton sac, bah, au bout d'un moment, il y a toujours un peu la question de
qu'est-ce que je prends avec moi, le poids que je vais devoir mettre dans mon sac, parce que si tu as un petit peu marché, tu sais que des kilos, on les porte, et que ça fait un sac de 10 kilos, un sac de 15 kilos, il y a une énorme différence. Et toi, je voulais savoir dans ta vie, qu'est-ce que tu as enlevé de ton sac, qu'est-ce que tu as cessé de faire pour justement avancer plus rapidement sur tes projets, pour atteindre tes objectifs plus rapidement, pour être plus finalement performant, efficace et au service de la liberté. Quoi. Voilà, comme tu le dis. C'est marrant ce que tu savais penser à une citation, je ne sais plus de qui disait « On n'est pas défini par ce qu'on fait, mais par ce qu'on ne fait pas, parce qu'on choisit de ne pas faire. » En fait, on fait tous des tas de choses dans notre journée, et ce qui est souvent intéressant, c'est les gens qui choisissent de ne pas faire ça. Par exemple, les véganes qui choisissent de ne pas manger de viande. Ou il y a plein d'exemples. Les gens qui choisissent de ne pas vivre comme les autres, de ne pas faire ce que tout le monde fait. Pas regarder la télé, exactement. Sur les réseaux sociaux. Et cette métaphore me parle énormément parce que quand je suis parti en voyage la première fois, mon grand voyage, j'étais parti en Asie du Sud-Est, je suis parti pendant 5 mois. J'ai pris un sac énorme, le sac était plus grand que moi avant, c'était le sac de backpacker qui fait son premier voyage, sur un truc monstrueux, et c'est devenu mon boulet, mais un truc infernal. Pendant les 2 premiers mois de mon voyage, j'étais là à me dire putain, ce sac, j'en peux plus, j'en ai marre, faut que je m'en débarrasse. J'ai failli le foutre à la flotte et continuer avec 2 slips quoi. Et finalement j'ai trouvé en Thaïlande, j'ai rencontré Jean Rivière justement. Je lui ai parlé de mon problème de sac et il m'a dit tiens, si tu veux je le garde pendant le reste de ton voyage et à la fin tu repasses chez moi et tu le récupères. Donc ce que j'ai fait, je lui ai laissé le sac, j'ai acheté un petit sac taille cabine, tu vois, dans un supermarché. J'ai sélectionné les affaires dont j'avais vraiment besoin. Là je savais parfaitement de ce dont j'avais besoin parce que ça fait déjà 2 mois. Exactement. Et ensuite mon voyage est devenu beaucoup plus agréable et le sentiment de liberté était beaucoup plus fort. Et c'est vrai que cette métaphore, elle s'applique tellement dans la vraie vie. Et quand on recherche comme moi, et peut-être comme toi, une certaine liberté, le fait de supprimer des choses de sa vie, c'est ça qui nous en donne. C'est pas le fait d'en rajouter, c'est pas le fait d'en vouloir plus. Les gens se disent quand j'aurai plus d'argent, je serai plus libre. Mais non, souvent c'est pas ça en fait. Souvent quand on a plus d'argent, on a plus de responsabilités, plus d'obligations, plus de crédits, plus de plein de trucs, et on est beaucoup moins libre. Donc quelle chose j'ai dû supprimer de mon sac? Moi je dirais peut-être une des choses, pas mal de choses, mais une des choses principales, c'est peut-être le besoin de correspondre à l'image peut-être que mes parents avaient de moi ou à l'image peut-être que les autres pouvaient avoir de moi, le besoin de réussir selon les critères des autres. Et tu parlais de la conférence que j'avais fait, c'est vraiment de ça dont je parle. C'est que souvent quand on se lance dans un business ou dans la vie, c'est fou le nombre de jeunes qui font un boulot pour faire plaisir à leurs parents, mais un boulot qui leur plaît pas. Ou qui font des études pour leurs parents et pas pour eux. Enfin moi il y en a plein qui m'envoient des messages pour me le dire et j'en rencontre plein et la moitié de mes amis c'est ça, c'est des gens qui font des études, pas parce que à une seconde ça les a intéressés de faire ces études, mais parce que soit leurs parents ont fait les mêmes études, soit leurs parents leur ont mis la pression, soit ils veulent simplement pas décevoir leurs parents. Et je pense que c'est une erreur. Je pense vraiment qu'aujourd'hui on est dans un nouveau paradigme qui n'a rien à voir avec celui de nos parents. C'est une autre génération et nos parents peuvent pas comprendre ce paradigme-là. Et donc c'est pas de leur faute en fait. C'est pas que nos parents sont contre ou sont méchants, tu vois. C'est juste qu'ils peuvent pas comprendre la réalité dans laquelle on est en train de shifter aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout simple. Moi, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai tout qui marche bien. Et récemment, il y a un article qui est paru dans un magazine, tu vois, qui s'appelle Society, où ils parlent un peu des gourous du web. Alors c'est un article plutôt négatif, tu vois, ils vont un peu les clasher. Il y avait mon nom dans l'article, tu vois, Antoine BM. Bon, aucune importance, ça arrive, bon, ça peut arriver, tu vois, on s'en fout, c'est pas un magazine que je lis. Et j'ai ma mère qui m'a envoyé un texto pour me dire « Oh, c'est incroyable, il y a ton nom dans un magazine, c'est un truc de fou, t'es célèbre et tout. » Alors que c'est rien, c'est nul, tu vois. Genre. Et en fait, tes parents, genre, tu peux faire 1 million de vues sur YouTube, il peut y avoir 1 million de personnes qui vont te voir, tu peux avoir 10 000 clients, tu peux avoir des statistiques qui sont énormes. Pour eux, YouTube, ce sera jamais la vraie vie. Et pour quelle raison? Parce que eux, ils ont grandi dans un monde où YouTube, ça n'existait pas, et qu'on le veuille ou non, on est quand même très influencé par la culture qu'on a eue quand on était enfant. Et c'est très difficile d'en sortir. Alors moi aussi, quand j'étais enfant, YouTube, ça n'existait pas. Mais déjà, bon, j'ai connu un peu la transition. L'arrivée, quoi. Et donc, ce que tes parents te conseillent de faire ou te mettent la pression pour faire dans ta vie, c'est selon leur paradigme à eux, selon le monde dans lequel ils ont grandi quand eux, ils avaient ton âge. Simplement, le monde dans lequel on est en train de grandir aujourd'hui, il n'a rien à voir. Alors, je dis pas qu'il faut plus faire d'études. Évidemment, il y aura toujours des métiers stables où il faut faire de longues études. Mais il y a beaucoup de différences. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de différences et tu t'en rends encore plus compte quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une grande crise avec les études aux États-Unis parce que là-bas, faut s'endetter sur 3 générations pour payer une école. Tu vois, alors c'est n'importe quoi, genre 50 000 euros, 100 000 euros pour payer une école. Et souvent, les parents, ils travaillent pendant 20 ans pour payer les études de leurs enfants. Et en fait, tu te rends compte que ces études-là ont de moins en moins d'importance, que c'est de moins en moins ce qui est
regardé pour recruter, que les entrepreneurs n'ont pas besoin de faire d'études pour réussir. Et c'est un investissement qui est vraiment remis en cause par les gens. Et il y a ce nouveau paradigme. Et je pense que c'est un truc qui est super important. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que je voulais vivre dans ce nouveau paradigme et que je pouvais réussir ma vie sans faire un truc qui est noble pour tes parents, sans passer à la télé, sans être dans les journaux, sans avoir un super diplôme accroché dans un petit cadre au-dessus de mon bureau, sans, sans être un espèce de... Je sais pas. Je pense qu'il faut, par un moment, il faut comprendre ça, tu vois. Que ta réussite, elle est en fonction de toi, pas en fonction des autres. Pas en fonction de tes parents, pas en fonction de tes amis, elle est vraiment en fonction de toi. Mais ça, comme tu dis, c'est dur. Je pense pour beaucoup, c'est Oui, dur. Bien sûr, c'est un des trucs les plus difficiles. Tes parents, quand tu leur as dit, moi ça m'intéresse, ils t'ont dit quoi quand tu leur as dit ce que tu faisais? Après, moi je suis pas Cosette, mes parents ils sont très, très sympas, j'ai vraiment rien contre eux. Mais au début, ils prenaient pas ça au sérieux et c'est normal. Comment tu veux prendre ça au sérieux? C'est un truc qui n'existait pas quand ils ont grandi. Donc ils prenaient pas ça au sérieux, ils disaient ouais, ça fait mumuse dans ton truc, on va bien voir. Et puis après, ils en revenaient pas que je puisse gagner ma vie avec. Je veux dire, ma mère, je me souviens, tous les 2 mois, m'appelait en me disant tu vis encore de ton truc? Je disais oui, ça marche mieux que le mois dernier. Elle me disait mais c'est dingue, les gens ils ont toujours pas compris que ils sont toujours pas lassés et tout. Bah non, parce que c'est un vrai boulot en fait. C'est juste un boulot qui n'existait pas avant, qui existe maintenant, qui va se développer énormément. La place, je pense, des boulots en tant qu'indépendants dans la société va exploser, et on le voit déjà avec les crises de l'emploi, avec l'ubérisation, avec les slashers, tout ça. Exactement. Il y a 2 possibilités face à ça, soit être en mode j'attends comme ça et j'attends que la vague s'écrase sur moi, soit apprendre à surfer, prendre une planche et surfer avec la vague. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de surfer, c'est pas d'être en mode frustré toute ma vie parce que je suis pas d'accord avec le changement de la société. C'est un truc qui est naturel. Tu peux pas lutter, quoi. Moi, je crois que la meilleure faculté qu'on peut développer aujourd'hui, c'est pas d'avoir un diplôme, c'est la flexibilité, c'est être capable de changer très vite, de s'adapter très vite. Ouais, je pense aussi. J'en suis convaincu. Et donc, c'est une erreur de vouloir absolument être attaché aux vieilles valeurs. C'est pas ça qui marche aujourd'hui, c'est pas ça qui marchera demain. C'est marrant ce que tu dis avec tes parents parce que je me suis trop reconnu. Durant longtemps, mes parents, tu vois, je leur parlais un petit peu de ce que je faisais et puis je parle aussi de ce que je fais autour de moi, mais il y a peu de gens qui comprennent mes problèmes et ce genre de trucs. Et tout d'un coup, il y a mon livre dans les librairies, tu vois. Et là, ma mère, tout d'un coup, elle fait « Ah ouais, non, mais depuis le temps, en fait, c'est du sérieux, tout ça. » Alors que mon livre, finalement, il y avait une maison d'édition, j'en suis content. Enfin, je trouve qu'il y a du bon contenu. Mais pour moi, mon meilleur contenu, celui où je m'exprime avec mes tripes, il est sur mon blog, tu vois. Ouais, ton livre, c'est pas ta plus grande fierté, quoi. Tu vois. Et les gens, c'est, comme tu dis, on joue avec les paradigmes de l'ancienne génération. Tu fais un livre, t'es quelqu'un de sérieux. Ah ouais, c'est complètement. Regarde les youtubeurs qui vont à la télé. J'ai jamais compris ça. T'as un youtubeur, t'as Squeezie, tu vois, le mec, c'est le roi de sa chaîne, tu vois. Il a des millions de personnes qui le regardent, il fait marrer tout le monde, c'est le roi sur sa chaîne. Ouais. Qu'est-ce qu'il va foutre chez Ardisson à se faire taper dessus par des vieux qui comprennent rien à ce qu'il fait, qui le traitent comme un gamin débile qui escroque ses fans, tu vois, et il repart la queue entre les jambes. Pourquoi il a besoin de faire ça? Et je suis convaincu que la seule raison, c'est qu'il a voulu impressionner ses parents. J'en suis sûr. Parce que ils s'en foutent. Chez Ardisson, il n'y a pas un seul mec dans son audience qui regarde Ardisson. Et je dis pas que c'est pas bien, mais juste c'est l'ancien paradigme. Les jeunes, les gens qui aujourd'hui ont 15 ans ne regarderont jamais la télé. C'est fini, c'est sûr. Ils seront sur Internet. C'est clair. Donc les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est la classe active de demain, c'est les gens qui vont nous faire gagner notre vie demain. Donc pourquoi aller chez Ardisson, aller juste à la télé pour dire voilà, moi je suis quelqu'un de sérieux, moi je suis quelqu'un de crédible. Exactement, ça c'est un truc à enlever de son sac. C'est de dire ok, je j'irai jamais à la télé, même si on m'invite, parce que j'ai pas envie de me faire traiter comme de la merde par des vieux qui comprennent pas ce que je fais. Moi j'ai envie de parler. Voilà, par exemple, moi au début quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais envie de devenir un gros, tu vois, j'avais envie de toucher tout le monde et tout, d'avoir, tu sais, mon objectif c'était d'avoir 100 000 abonnés, c'était ensuite de continuer à grossir, de devenir une star en fait. Et très vite j'ai compris que déjà ça m'intéresse pas la célébrité, mais genre pas du tout. C'est même un truc qui me repousse complètement. Et ensuite, j'ai pas envie de parler à tout le monde. Et en fait, maintenant, mon objectif, c'est plus du tout toucher un maximum de monde, c'est d'avoir un maximum d'impact dans la vie d'un petit groupe de gens. Mais des gens qui m'intéressent, des gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies, des gens dans lesquels je me reconnais. Là, j'ai fait une soirée abonnée il y a quelques jours.
Il y avait plein de mecs qui avaient 17 ans, tu vois, 17, 18 ans. J'étais exactement comme eux quand j'avais leur âge. Ils avaient faim, tu vois, ils avaient envie de se battre, de faire des trucs, ils étaient motivés et tout. Et c'est pour eux que j'ai envie de bosser, moi. Ou pour les, tu vois, peu importe l'âge. C'est pour les gens qui partagent ces valeurs-là. C'est pas pour le mec qui a 5 minutes à perdre et qui s'emmerde et hop, tu regardes une vidéo parce que, tu vois, on s'en fout du chiffre. Ce qui compte, c'est l'impact, c'est la profondeur. Moi, c'est vraiment ma philosophie d'aujourd'hui. Et pour ça, évidemment, j'ai dû jeter des trucs de mon sac comme l'envie d'être une star, l'envie de faire plaisir à mes parents, l'envie d'être reconnu, d'avoir des labels, d'avoir des diplômes, d'avoir des prix, d'avoir tous ces trucs-là qui font partie de l'ancien paradigme. Pour moi, qui font partie de l'ancien paradigme. Il y aura toujours des équivalences, mais moi, c'est pas mon truc. Super intéressant. Je me reconnais dans pas mal de trucs que tu dis, mais en même temps, tu vois, alors évidemment, moi j'ai toujours mon job de salarié, tu vois, et il me plaît, parce qu'il y a aussi cette notion-là, j'en parle pas mal avec les potes. Alors il y a beaucoup de gens qui se plaisent pas dans leur job de salarié, mais aussi des jobs qui sont intéressants. Mais je me reconnais pas mal dans l'aspect création de contenu, tout ça, et ce que tu dis, ça résonne pas mal. C'est intéressant. Et puis ta dernière phrase, ou une de tes dernières phrases où tu as dit ce qui compte, c'est la profondeur. Un truc avec la profondeur. Ouais. Et je pense que moi aussi, je m'adresse, typiquement sur mon site, je dis aussi, si votre truc c'est d'avoir un bel agenda à dessiner, tu vois, faire des fleurs, des trucs comme ça, il faut pas venir chez moi, tu vois. Moi, je m'adresse aux gens qui sont déjà limite sous l'eau, et puis il leur faut trouver du temps pour leur projet. Et je pense que plus vite on identifie les gens à qui on a envie de discuter, cible, exactement, je suis d'accord. Et plus on a de l'impact. Et c'est très difficile aussi maintenant d'avoir des millions d'abonnés. Parce que un abonné vaut pas un abonné. Enfin, vraiment, c'est un truc. C'est un des trucs les plus difficiles à comprendre pour les gens qui se lancent sur YouTube, c'est que tous les abonnés ne se valent pas. Exactement. Et toi, ce que tu cherches, alors tout dépend ce que tu veux. Si tu veux juste avoir un gros chiffre sous ta chaîne, très bien. Mais si ton but c'est de vivre de ce que tu fais, de vendre des formations, de pouvoir vraiment aider les gens, il va falloir sélectionner les gens que tu vas aider. Et tu pourras pas convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Et il y a aussi une grosse erreur qu'on fait souvent au début, c'est qu'on pense que tout le monde va être convaincu par nos trucs. Et moi, quand j'ai découvert ça, tu vois, quand j'ai découvert ce monde et tout, c'est génial, tu vois, j'en ai parlé à tout le monde, j'en ai parlé à ma mère, à mon père, à ma sœur, à mes potes. En disant, mais ça va changer votre vie, faites-le, on peut gagner notre vie, voyager dans le monde entier, échanger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils s'en foutaient, et qu'ils n'avaient pas envie de ça, qu'ils n'avaient même pas envie d'être convaincus. Regarde, c'est comme tous les véganes qui veulent absolument convaincre tout le monde d'être vegan, mais vous y arriverez pas avec cette méthode-là. Je veux dire, c'est pas en disant toi t'as tort, moi j'ai raison qu'on arrive à convaincre quelqu'un. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'abord de parler aux gens qui sont déjà intéressés, qui sont déjà convaincus, et de leur donner les clés. Et puis ensuite, quand tu auras du succès, quand ça va bien marcher, il y a d'autres gens peut-être qui au départ n'auraient pas été convaincus, qui vont te voir, qui vont dire tiens c'est intéressant, il est pas en train d'essayer de me forcer à adhérer à sa philosophie, peut-être je vais l'écouter. J'ai beaucoup justement étudié le changement avec la systémique, j'ai aussi fait des cours de thérapie brève que je trouve super intéressant, c'est comment changer les gens en très peu de temps. Et on parlait aussi des gens qui sont obligés de venir à une thérapie parce que c'est le juge par exemple qui l'envoie, donc le gars il n'a pas envie de changer. Et ce qui est très marrant, c'est que souvent c'est quand tu arrêtes d'essayer de convaincre tes amis qui s'y intéressent, tu vois. Genre moi au début ils s'en foutaient complètement, puis à un coup j'ai arrêté de leur dire je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, et puis là ils commencent à dire ah ouais c'est quand même intéressant ton truc et tout. C'est ça, c'est assez fascinant. En marketing on appelle ça marketing négatif, tu vois, c'est un truc qui est très très puissant. Par exemple tu vas dire aux gens qui t'écoutent, tu veux vendre un produit, ce produit il est pas pour vous si vous êtes dans ce cas-là, ce produit il va pas vous convenir si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là ne l'achetez même pas, je m'en fous, tu vois. Ça marche très très bien pour vendre. D'exclure, de dire ce produit il est pas pour tout le monde, ce produit il est pas pour vous, alors même ce produit il a des défauts. Il y avait un exemple. Il y avait un exemple, c'est un vieux truc de marketing, tu vois, dans les années 1900 au tout début. Un mec qui devait vendre des pommes, tu vois. À l'époque on vendait des pommes et on faisait des pubs dans le journal, donc c'est vraiment très vieux. Et en fait il se trouve que tout le stock de pommes était pourri, tu vois, complètement moisi. Et donc le mec il a dit je fais quoi, je jette à la poubelle. Il dit non attends, je vais tester une publicité. Et il marque une publicité en disant voilà on a un stock de pommes. Toutes les pommes sont pourries, on leur a donné un prix qui nous semblait juste pour des pommes pourries, venez voir par vous-même et si le prix vous semble juste, achetez-les. C'est tout ce qu'il y avait marqué dans la pub. Donc le gars qui vendait les pommes lui a dit mais t'es malade, on va jamais mettre une pub comme ça marchera jamais. Et en fait ils ont vendu toutes les pommes en une journée. Parce que d'abord les gens se sont dit mais ils avaient jamais vu du marketing aussi honnête, premièrement. Et deuxièmement ils se sont dit je vais faire une bonne affaire parce que les pommes elles sont pourries donc elles vont être moins chères. Alors que si on avait essayé de dissimuler le fait que les pommes étaient pourries, les mecs seraient venus, ils auraient eu l'impression de se faire escroquer. Exact. Ça c'est des techniques marketing négatives qui fonctionnent très bien. Et évidemment si ça fonctionne en marketing, ça fonctionne aussi dans la psychologie du changement. Je suppose, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, mais je pense qu'il y a des points à faire. Clairement. Je pense qu'il y a clairement des points à faire. Ouais, tu travailles pas mal avec des outils de ce genre. C'est-à-dire, alors évidemment on sort un petit peu de l'organisation pure, mais moi c'est aussi là j'ai créé un produit, j'en parle pas encore sur le site,
j'en ai juste parlé aux abonnés et je l'ai lancé le mois passé, qui a plutôt bien fonctionné, qui est sur comment finalement être concentré, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont du temps, qui ont un système pour atteindre des objectifs, qui sont pas mal, mais ils n'arrivent pas à utiliser ce temps. Tu vois, quand ils doivent se mettre et commencer à écrire, après 5 minutes, ils sont de nouveau sur leur smartphone. Et toi, je voyais que le smartphone, il a pas sonné, donc je trouve ça déjà super cool. C'est déjà un bon signe. Je sais pas si c'est des techniques que tu as envie de partager, justement avec les personnes qui nous regardent. Ouais, alors moi, il est un peu bizarre, mais c'est hier que j'ai mis en place ce truc, donc c'est encore en bêta test. Hein. Ouais. C'est vrai que le smartphone, c'est genre une boîte magique, une fenêtre ouverte vers le monde entier, vers toutes les distractions du monde, avec des applications qui sont designées par des gens qui connaissent la psychologie humaine et qui jouent avec pour essayer que tu passes ton temps dessus. C'est quand même très vicieux. Et alors moi, voilà à quoi ressemble mon smartphone en ce moment depuis hier. C'est très bizarre. Alors d'abord, c'est en noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Il est pas cassé, c'est normal. Et deuxièmement, alors montre le tien. Il est aussi en noir et blanc. Ah, il est aussi en noir et blanc. Putain, merde, on a eu la même idée. Vas-y. Putain, c'est un truc de fou. C'est même pas lui qui m'a filé l'idée. Je savais pas. Je découvre. Et il y a quelques applications. Donc en fait, le truc, c'est que j'ai supprimé toutes les applications qui te prennent du temps, c'est-à-dire Instagram, Facebook, enfin tous les trucs où c'est juste de la distraction, et j'ai gardé toutes les applications dont j'ai besoin pour la journée, mais qui sont pas des trucs qui t'aspirent ton temps. Donc par exemple Google Maps, mon application de prise de notes, mon application pour écouter de la musique ou écouter des podcasts, ça y a pas de problème. Ensuite j'ai mis en noir et blanc parce que j'ai vu un mec dans un article de blog qui disait que quand c'était le rouge et tout, ça excitait et tout, et quand c'était en noir et blanc, ça le faisait pas. Donc très bien. Et en plus j'ai moins envie d'aller le voir, et je sais pas, c'est comme ça depuis hier, et ça change tout quoi. Enfin, je me sens beaucoup mieux. Je me suis mis tout à l'heure quand je t'attendais là, je suis allé jouer du piano et tout. Si j'avais pas fait ça, je serais sur Instagram en train de scroller. Intéressant. Et un autre truc, quand tu vas aux toilettes, alors on part dans les trucs. Tu vois, on va pas se mentir, la plupart des gens, et j'en faisais partie il y a 3 jours, quand tu vas aux toilettes, t'emmènes ton smartphone, tu vois, et tu scrolles sur Instagram. Bon, j'ai remis des magazines dans mes toilettes, comme il y a 10 ans. Quoi, mais qui compte quoi. Et en fait, on est moins accroché à un magazine qu'à son smartphone. Clairement. Ou à un piano qu'à son smartphone. Clairement. On peut avoir plein d'activités très différentes. C'est plus agréable, je trouve, que d'avoir d'activités différentes, mais sur un truc qui consiste principalement à scroller, à consommer le contenu que d'autres gens ont choisi pour nous. Alors, je trouve que c'est super. Moi, c'est un sujet, mais après, justement, je suis super chaud parce que j'ai fait une grosse formation sur 4 semaines, tout ça. On va pas rentrer là-dedans, mais il y a plein de trucs à faire, à mon avis, par rapport à ça. Et ça, c'est des très bons points. Là, justement, moi, je mesure aussi, tu peux mesurer le temps que tu passes sur ton smartphone. Et le simple fait d'avoir passé en mode noir et blanc, je passe 20 minutes de temps par jour en moins. C'est un truc tout con, on peut le faire. Faut aller dans les settings, là, c'est un truc tout con, on peut le faire. En plus, c'est un peu chiant à désactiver. Mais je mettrai la vidéo. Voilà, bon super. Sous cette vidéo. C'est chiant à désactiver, donc du coup, tu le laisses comme ça. Cool, génial, merci pour ce tip. On arrive vers la fin, j'aimerais juste, tu sais, je pense qu'il y a pas mal de lecteurs. J'ai aussi dit sur la page Facebook privée que je venais échanger avec toi. Et puis, il y a une lectrice qui m'a dit, demande-lui quels sont les livres qu'il recommande. Donc les livres pour mieux s'organiser, pour automatiser, pour être plus efficace. Je ne sais pas si tu as une liste comme ça, si tu as des livres que tu aimerais partager, qui te parlent. Alors moi en ce moment j'ai plus de bouquins sur le business et le marketing que sur l'organisation. Il y en a un vraiment que tu as sûrement déjà lu qui est The Compound Effect, l'effet cumulé. J'ai jamais lu. Alors faut le lire. En français c'est l'effet cumulé, il a été traduit en français. L'auteur c'est Darren Hardy. Moi j'ai lu l'année dernière, ou cet été je crois. Et c'est un bouquin qui résume ce que je t'ai dit sur les habitudes, c'est-à-dire ma philosophie des habitudes, et qui la met en pratique avec tout un tas d'outils. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui part du principe que quelque chose de répété tous les jours va avoir des effets, même quelque chose de très simple va avoir des effets étonnants à long terme. Et le principe de l'effet cumulé, c'est qu'à chaque fois ça va s'augmenter. Par exemple, c'est comme un placement financier, si tu mets de l'argent dessus et que tu as des intérêts et que tu réinvestis ces intérêts, au bout de 20 ou 30 ans, les gains ils vont être très importants, beaucoup plus que si tu avais mis cet argent sur un truc sans intérêt. Et vas-y. Au domino. Ouais, exactement. Tu sais où tu as un tout petit domino. Et puis à la fin, tu as le pouvoir de. Mur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux augmenter le truc à chaque fois. Exactement. C'est une super métaphore. Ce bouquin est rempli justement de métaphores. Ça explique très bien le principe des habitudes quotidiennes. Ça donne plein d'outils pratiques pour les appliquer, les petits carnets, les trucs pour moins dépenser aussi. Moi, c'est le moment où j'ai commencé vraiment à faire attention à mes dépenses. Très très bon bouquin. Voilà, c'est le seul vraiment que je peux te recommander sur les habitudes. Comme ça, les gens ils savent exactement par où aller. Et puis juste avant de terminer, vas-y. Je te remercier. En parlant de bouquin, c'est un petit truc que je fais quand je fais des interviews. C'est cool, c'est une bonne idée ça.
Merci. Voilà, peut-être tu auras des astuces. Ouais. Peut-être pas. Bah écoute, putain, c'est un bon bouquin en plus, un gros bouquin. Puis voilà, peut-être tu auras des trucs, peut-être pas. En tout bah cas, écoute, je vais le lire, moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir de te voir. Et puis en tout cas, je te souhaite une très bonne continuation. En tout cas, je me fais pas de soucis pour toi, Antoine, parce que en tout cas, tu es plutôt généreux sur le contenu. Et le rythme des formations, une formation toutes les 2 semaines, tu le tiens. J'essaye, ouais. Je le tiens pas tout le temps, mais. En tout cas, tu fais tu t'as dit quoi, des petites pubs ou des promos, ouais, il y a toujours un truc en cours, généralement. Donc c'est cool. Et puis bonne continuation. Peut-être qu'on se refroidera. Merci Julien, c'était un plaisir. Bye bye. Salut.